Il est en train de se passer quelque chose de très important en ce moment sur les questions climatiques. Enfin, pourrait-on dire, il y a eu la démission de Nicolas Hulot du gouvernement qui a critiqué la politique des petits pas. Et surtout, il y a eu ces mobilisations, ces manifestations partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, qui semblent dire peut-être qu'enfin un réveil des consciences a eu lieu. Alors, puisque ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées dans les rues pour demander au gouvernement, en tout cas en France, de prendre la mesure de ce qui était en train de se passer sur la crise climatique et d'agir fortement. Ce débat de ce soir s'inscrit en plein dans cette préoccupation citoyenne, avec une question qui pourrait être résumée de la manière suivante. Le nucléaire a-t-il un avenir ? Ce qui nous donne l'occasion de ce débat, c'est une enquête très fouillée qui a été publiée ce matin sur Mediapart, en partenariat avec le site allemand Corrective, qui révèle, au travers d'une masse énorme de documents que nous nous sommes procurés, la manière dont EDF passe sous silence les signes de vieillissement des centrales en France. Et les documents aussi révèlent des éléments sur les centrales dans d'autres pays d'Europe. Donc je vous présente nos invités. Annika Joares, qui est donc journaliste sur ce site allemand Corrective et qui a travaillé avec Jade sur cette enquête. Jade Lingard, donc journaliste à Mediapart depuis le début du site, qui suit toutes ces questions de transition énergétique. Mathilde Panot, vous êtes députée de la France Insoumise et membre de la commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire. Et Yves Marignac, directeur de WISE Paris et membre d'un groupe permanent d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire. Jade, est-ce que tu peux nous éclairer, nous résumer un peu les révélations que vous avez faites dans votre enquête? Parce que tout d'abord, quand on a reçu ces documents, bon, évidemment, ils s'avèrent très techniques et ils peuvent un peu effrayer comme ça par leur complexité. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu les principaux éléments de ces enquêtes, de cette enquête? En gros, ce qu'on a découvert en étudiant ces documents, c'est qu'un tiers des réacteurs nucléaires français, plus d'un tiers même, 21 réacteurs sur 58 au total, donc un bon tiers des réacteurs nucléaires français subissent des sollicitations excessives sur leurs circuits primaires et secondaires, qui sont à très gros traits cette partie très importante de la centrale nucléaire qui fait le lien, en gros, entre la chaleur, le réacteur, là où est produit la chaleur, et la turbine qui produit l'électricité. Et en fait, dans ces circuits, il y a énormément, on peut imaginer, de composants, de vannes, de clapets, de tuyaux, de tuyauteries, etc. Toutes ces pièces, dans la vie quotidienne du réacteur, elles subissent toute une série d'actions, ce qui est tout à fait logique. Simplement, comme ce sont des pièces très sensibles, à un endroit très sensible du réacteur nucléaire, il y a certaines actions qu'elles ne peuvent connaître qu'un nombre limité de fois. C'est ce qu'on appelle des situations en langage nucléaire. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, non seulement sur plus d'un tiers de ces réacteurs, le nombre autorisé d'actions avait été dépassé pour au moins une situation, donc sur tous ces réacteurs, mais qu'en plus, face à ça, EDF a pour politique de ne pas remplacer les pièces concernées, de ne pas les réparer, mais d'opérer un jeu sur les limites d'autorisation, donc soit en créant des sous-catégories de classification, soit en demandant et en obtenant des relèvements de seuil d'autorisation, tout ceci avec l'autorisation de l'autorité de sûreté du nucléaire. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a passé autant de semaines à essayer de décrypter des documents hyper techniques? C'est parce que le nucléaire français connaît un moment historique hyper important, qui est celui de la confrontation au vieillissement. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'en 2015, on a voté une loi, la loi de transition énergétique, qui fixait l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Elle est aujourd'hui à 75%. Et en fait, ce qu'on observe depuis, c'est que EDF a dit « nous, on ne veut pas respecter cette loi, on ne fermera pas de réacteurs d'ici à 2025 ». Mais même Édouard Philippe, donc notre Premier ministre, a lui-même dit « 2025 non, plutôt 2035 ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réacteurs nucléaires, ils vont tourner plus longtemps que ce pourquoi ils avaient été envisagés au départ. Et donc cette question du vieillissement va devenir de plus en plus importante. Or, la France, c'est le pays le plus nucléarisé au monde. 58 réacteurs nucléaires dans toute la France. Je crois qu'on a une carte qui a été montrée. C'est comme je tourne le dos à l'écran. Voilà. 58 réacteurs. Ça veut dire qu'en cas d'accident grave, on a quasiment tous les Français qui sont concernés. Pourquoi ? Parce que si on trace un rayon
de 100 km. Donc prenons l'exemple, voilà, c'est un très bon exemple. Prenons l'exemple de la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est une centrale nucléaire qui se trouve à 100 km de Paris. 100 km, c'est le rayon d'impact et d'évacuation de l'accident de Fukushima. C'est le cercle vert clair. Le cercle vert turquoise, c'est la zone d'impact de Tchernobyl. Donc 300 km. 300 km, c'est 43 millions d'habitants. 100 km, c'est 10 millions d'habitants. On n'est pas en train de dire qu'il y a un accident grave qui se passe là en ce moment en France, c'est pas ça. C'est juste de rappeler à ceux qui nous écoutent que depuis l'accident de Fukushima en 2011, l'impensable est possible. C'est l'inimaginable, l'accident grave nucléaire qui avait toujours été considéré comme inimaginable, il est possible. Et en fait, il y a toute une série de causes qui conduisent à ces accidents. Et le vieillissement est un facteur d'aggravation du risque d'un éventuel accident. Donc c'est pour ça que c'est des questions qui sont hyper importantes et qui sont quand même largement évacuées du débat public sur le nucléaire. Alors là, on voyait à l'écran l'exemple de Nogent-sur-Seine. Est-ce qu'on peut revenir un peu dans le détail sur un autre exemple, celui de la centrale nucléaire de Saint-Alban dans l'Isère, qui a connu des taux de dépassement particulièrement élevés. Et est-ce que tu peux nous expliquer sur cet exemple concret ce qui dysfonctionne ? Voilà, alors la centrale de Saint-Alban, c'est très intéressant parce que l'un des documents qu'on a reçus concerne donc spécifiquement cette centrale. Et en gros, la situation est très simple. Pour donc une pièce du circuit primaire de cette centrale. Donc le circuit primaire, c'est toujours ce circuit qui fait le lien entre la chaleur et la turbine qui fabrique l'électricité. Eh bien, une de ces pièces était autorisée à connaître une action particulière qui est liée à une variation de pression. Cette pièce pouvait subir cette variation 100 fois en 40 ans. Voilà, le fabricant a dit, ça, en 40 ans, si 100 fois cet événement se passe, ça va. Et qu'est-ce que EDF a découvert ? Qu'elle s'était produite 115 fois en 16 ans d'exploitation. Ça veut dire bien plus tôt que la fin prévue d'utilisation, il y avait déjà eu plus de fois ce cas qui s'était produit. Or, pourquoi c'est intéressant la centrale de Saint-Alban en particulier ? C'est qu'elle se trouve à 40 km à peu près de la ville de Lyon. Donc, on est encore plus proche d'une très grande ville que la ville de Paris. Qui dit ville de Lyon dit aussi toute la métropole lyonnaise, dit l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, dit aussi la frontière qui n'est pas si loin, et donc juste derrière la Suisse, l'Italie, et donc des pays voisins, qui encore une fois, si on reprend les périmètres d'impact Fukushima et Tchernobyl, seraient inévitablement et malheureusement irréversiblement impactés en cas d'un accident grave. Annika Yoeres, ce que vous montrez avec Jade sur cette enquête, c'est que la sûreté nucléaire n'a en fait jamais été une question nationale, que c'est une question transfrontalière, puisque des centrales, comme on l'a vu, se situent à proximité des frontières et donc inévitablement un problème, une catastrophe aurait un impact sur des populations d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à cette analyse et pourquoi elle vous semble importante à mettre en avant ? Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui et maintenant d'en parler parce qu'en Allemagne, on avait l'impression que, voilà, pour les Allemands, c'est réglé le problème puisqu'on va sortir du nucléaire en 2022. Mais finalement, comme déjà le démantèlement va durer quelques décennies et autour de nous, il y a tant de réacteurs en Suisse, en Belgique et en France qui menacent aussi la population allemande, c'est toujours un sujet qui est d'actualité. Et moi, je pense que maintenant, c'est l'ère ou la période qui est le plus dangereux de tout le temps pour les centrales nucléaires. Donc, contrairement à ce que peuvent penser peut-être les Allemands qu'on va entrer dans une période tranquille, je pense le contraire, c'est le cas. Et comme a montré la carte, que chaque accident aura des suites, des conséquences pour toute la population européenne, en fait, pas seulement allemande ou suisse, mais c'est vraiment toute l'Europe qui sera impactée. Comment l'existence de ces dysfonctionnements est-elle venue jusqu'à vos oreilles de journalistes ? Parce qu'on sait que c'est très compliqué d'enquêter sur ces questions-là, parce que les opérateurs, je ne sais pas si on dit comme ça pour les opérateurs de centrales nucléaires, gardent très bien leurs secrets et les pratiques sont méconnues. Donc comment, quand on est journaliste, on a des informations sur ces questions nucléaires ? C'est très, très compliqué parce que tout de suite, la discussion porte sur des questions très techniques.
Et donc, évidemment, EDF ou les industries allemandes comme RWE, ils ont la prise sur les données techniques. Donc, c'est très compliqué, mais on a eu la chance au tout début d'avoir un lanceur d'alerte suisse qui est venu nous voir, notre rédaction corrective, et qui a travaillé pendant 30 ans dans une centrale suisse, à Gösgen, pas loin de la frontière allemande, et qui disait qu'il y a un grand problème avec les clapets de feu, ça c'était son sujet, et qui voulait en parler. Mais ça c'est très très rare, j'ai fait un peu les archives et on a vu que les lanceurs d'alerte dans l'atome, ça n'existe pratiquement pas, enfin très très peu, et avec pas beaucoup des informations explosives, parce qu'il y a vraiment un omerta, et je pense que les personnes qui travaillent dans les centrales, ils doivent se dire aussi que ça ne doit pas être si dangereux que ça, parce que sinon ils risquent leur vie tous les jours. Donc peut-être ils ne veulent pas trop voir non plus. Et en plus, c'est très dangereux et risqué d'en parler, parce que justement, souvent, enfin en Suisse c'était le cas, ils souscrivent un contrat qu'ils ne doivent pas parler des détails de fonctionnement des centrales. Donc déjà ça les fait taire. Et donc, c'est très, très rare que les gens en parlent. Donc, mais on a eu cette chance-là. Ça c'était le départ de tout ça. Et après, on a eu les découvrements français qui sont arrivés à nous. Mais voilà, c'est très rare. Donc, on a eu une grosse chance pour pouvoir faire cette enquête. Et est-ce que, comme Jade, vous pouvez nous résumer un peu la teneur de ce que vous avez découvert pour l'Allemagne ? Pour l'Allemagne, on a découvert que les clapets de feu, qui sont très très importants pour la protection contre les incendies, donc qui ferment en cas de feu, ils ferment pour stopper, pour arrêter le feu de se propager, qui sont très vieux, donc ils ont plus que 30, 35 ou 40 ans selon la centrale. Donc c'est un système qui aujourd'hui ne pourrait plus être installé dans des hôpitaux par exemple ou dans des écoles, mais qui sont toujours dans les centrales, parce que justement, c'est très cher de les remplacer. Donc, les centrales ne l'ont jamais fait, parce que c'est trop cher. Et donc, c'est un système qui, normalement, se ferme beaucoup trop tard, quand il y a déjà beaucoup de fumée, quand la température est assez élevée. Et les systèmes d'aujourd'hui, par exemple, ils se ferment beaucoup plus tôt, pour justement protéger aussi les systèmes digital des ordinateurs et tout ça qui n'existait pas à l'époque. Donc c'est tout un autre système. Quand on voit maintenant, par exemple, les portables, ça n'existait pas du tout. Enfin, il y a un tas d'exemples des systèmes qui ont été remplacés au fur et à mesure, sauf que dans les centrales nucléaires, là où on pense, là c'est vraiment le top de top, ça doit être la super technologie moderne, là ils ont laissé les clapets de feu. Donc une question d'obsolescence, et principalement pour des raisons économiques, ou pour quelle autre raison ? Pour des questions de coût ? Pourquoi les centrales n'ont pas remplacé ces clapets ? Oui, je pense que c'est lié au coût, parce que chaque fois, quand c'est vraiment proche, quand les clapets de feu sont proches de la cuve, ça veut dire aussi qu'il faut éteindre la centrale pour quelques jours. Des arrêts. Des arrêts, voilà. Et donc, ça, c'est très, très cher. Après, peut-être, il faudrait... les modèles ne sont pas les mêmes, donc il faudrait vraiment... faudrait déconstruire les murs et tout ça. Donc, c'est très compliqué. Et ça montre aussi, c'est juste un exemple de certainement beaucoup plus, comme le vieux matériel peut toujours rester dans les centrales, parce que comme en France, il y a en Allemagne une entente entre les autorités et les autorités de sûreté, voilà, et les centrales, les autorités le laissent faire. Ils ne demandent pas plus. Et quand eux, ils disent oui, ça va, c'est sûr, ils ont fait des tests. Ils ne demandent pas plus. Mais nous, on a découvert aussi que les tests, ce n'est pas pareil comme en réalité. C'est toujours dans des conditions optimales. Donc, ce n'est pas pareil que s'il y a vraiment un feu. Donc, on risque vraiment, même en Allemagne, et même quand les centrales seront éteintes et en démantèlement, il y a toujours le même risque de feu qui est là, un feu qui ne pourra pas être stoppé et éventuellement, dans le pire des cas, courir à un attentat grave. D'accord. Mathilde Panot, vous êtes donc, je l'ai dit tout à l'heure, une élue de la France Insoumise. Vous faites partie de la commission d'enquête sur le nucléaire. Est-ce que vous êtes surprise par ces révélations faites par nos consoeurs journalistes ? Est-ce que vous aviez entendu parler de ces problèmes, de ces dysfonctionnements ?
Alors sur le vieillissement des centrales, c'est des choses qu'on dénonce depuis longtemps, puisque effectivement EDF veut les amener jusqu'à 60 ans. Là, on parle même de construire 6 nouveaux EPR à partir de 2025. Enfin, il faut continuer la filière nucléaire à tout prix, même si c'est une énergie du passé. C'est un dogme français, une exception française qu'il faut continuer à tout prix. Donc on n'avait pas ces révélations exactes, déjà parce que dans la commission d'enquête qui a rendu son rapport, c'était extrêmement compliqué d'avoir des informations parce que tous les acteurs du secteur vous disent qu'il n'y a pas de souci, que des accidents nucléaires ne pourront jamais arriver. Et donc c'est évacué, il n'y a rien à voir, avec des questions répétées des députés. Et pourtant, les informations ont été extrêmement compliquées à avoir. Et c'est des informations, par exemple, que nous n'avions pas spécifiquement. Alors, on savait, par exemple, qu'il y avait un problème potentiel avec pas mal des cuves et des pièces des réacteurs, puisqu'il y a eu beaucoup de falsifications des documents de Creusot-Forge, donc qui fondaient les pièces des centrales, et sur lesquelles on a découvert, notamment pour la cuve de l'EPR, mais d'autres cuves peuvent être concernées, des fissures, et on n'a pas l'état exact de ce qui s'est passé, de quels réacteurs sont concernés, etc. On savait que 2/3 des réacteurs français, par exemple, juste pour donner un exemple, ont de la rouille sur les circuits de refroidissement, donc qui sont quand même des circuits extrêmement importants pour le fonctionnement des centrales nucléaires du fait du manque d'entretien. Donc on sait que ce vieillissement pose des problèmes de danger supérieurs. Mais dans ce que je voulais vraiment noter sur cette enquête qui a été faite, c'est que c'est vraiment important, cette histoire de lanceur d'alerte, parce que le fait de publier ça, ça lève un peu la chape de plomb. Et pour vous donner un exemple, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a une omerta extrêmement forte, le nucléaire aujourd'hui emploie 80% de travailleurs sous-traitants. Donc il y a tout ce qui s'est passé dans le monde du travail et qui démantèle en fait le droit du travail se passe dans le nucléaire avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et nous, il y a quelqu'un avec qui on bosse depuis longtemps à la France Insoumise, qui d'ailleurs va être candidat européen, qui est Gilles Reynaud, qui est président d'une association qui s'appelle Ma Zone Contrôlée, et qui vient de se faire mettre à pied pendant 5 jours parce qu'il a été témoigné devant la commission d'enquête. Vous le savez, c'est obligatoire de venir lorsqu'on vient. On témoigne sous serment. Et donc, il a dit la vérité sur ce qui se passait dans les centrales nucléaires et les problèmes de sûreté et de sécurité pour tout le monde que ça crée, le fait d'avoir des cadences extrêmement fortes qu'on leur impose, tout l'environnement de travail qu'on leur met autour. Il a témoigné de ça. Il a, de fait, aussi pour son association Ma Zone Contrôlée, plusieurs fois dénoncé des dysfonctionnements qu'il y avait dans les centrales. Et il a eu 5 jours de mise à pied avec notamment Orano qui lui dit, dans sa lettre, ça c'est intéressant, qu'il a eu un comportement dénigrant et péjoratif à l'égard d'Orano, et puis qu'il liste tout ça derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un travailleur du nucléaire et un travailleur sous-traitant là, dans cette occasion-là, on ne peut pas parler des dysfonctionnements qu'il y a sans se faire complètement réprimer immédiatement. Et donc, cette chape de plomb, on est obligé d'adhérer en fait au projet. Et lorsque l'on parle de différents dysfonctionnements, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez de la chute du générateur de la centrale de Paluel, dans le rapport qui a été remis, il se trouve que c'est notamment dû aux cadences, parce que tout a été fait par différentes formes de sous-traitance, que ce générateur de vapeur est tombé, avec les conséquences que ça aurait pu avoir. Et dans le rapport, montre aussi que de nombreuses personnes qui travaillaient dedans avaient déjà alerté sur le fait qu'il y avait des dysfonctionnements et que derrière, il ne s'est rien passé. Je voulais revenir à la commission dont vous faites partie. Comment se fait-il que vous ne disposiez pas des informations, notamment celles-ci, ou en tout cas celles auxquelles vous aimeriez accéder? Est-ce que c'est un manque d'expertise de la part des élus, ou est-ce que c'est un refus total d'EDF de vous fournir les informations? Comment ça joue et qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que membre de la commission pour faire en sorte que le rapport de force soit davantage en votre faveur? Alors, je ne pense pas que c'est un manque d'expertise parce que, après tout, on peut se faire tout expliquer. C'est une question qui est vraiment politique. Moi, j'insiste là-dessus. On a fait une campagne sur cette question pour dire que on a bien vu la technicité des documents, la manière aussi d'enfumage, en fait, dont EDF arrive à placer un voile sur ces questions en rendant des textes extrêmement techniques. On en parlera après avec Yves Marignac. Mais du coup, comment on fait pour essayer de débloquer, pour aller au-delà de ça et faire en sorte que le rapport de force s'inverse en votre faveur, vous les élus?
Alors, la commission d'enquête, elle est finie maintenant. Donc, on a rendu le rapport qui, je crains, avec François de Rugy, va être mis à la poubelle, mais Vous avez des éléments ? a un aspect intéressant. Non, mais là, on sent que quand même, là, il va y avoir arriver la programmation pluriannuelle de l'énergie où ils vont dire quels réacteurs ils pensent fermer ou non, et est-ce qu'ils lancent des nouveaux chantiers d'EPR, etc., etc. Et quand même, je pense que ça va pas être du tout la programmation pluriannuelle dont on rêve, qui irait vers le 100% d'énergie renouvelable, etc. Je pense que c'est pas du tout vers ça que ça va aller. Mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que sur la technicité des choses, il y a des experts, notamment des experts dans les ONG, je me tourne par exemple vers mon voisin, qui savent aider les élus. Donc ce n'est pas tellement là-dessus le problème. Le problème, c'est qu'on a installé un dogme dans les années 70 en France qui fait qu'on va vers le tout nucléaire, tout électrique, avec en plus des choses complètement fausses en disant que la consommation d'électricité va augmenter tous les 10 ans, et dont on ne peut pas sortir parce que c'est aussi un marché, on vend des EPR un peu partout, qui d'ailleurs ne fonctionnent absolument pas, donc on doit payer des pénalités, mais il faut garder cette filière nucléaire française. Et donc c'est une imbrication avec l'État qui est particulièrement forte. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous posons des questions, mais on ne nous répond pas, parfois on nous ment même. Donc la seule solution que nous avons, c'est les lanceurs d'alerte à l'intérieur, mais déjà faudrait-il qu'on les protège, parce que c'est un problème. Les ONG qui font un travail d'alerte aussi incroyable. Et puis, nous, une des propositions qu'on proposait sur la commission d'enquête, c'est notamment qu'il y ait une commission permanente qui puisse continuer à suivre les questions de sûreté et de sécurité nucléaire et qui soit habilitée secret défense. Parce que aussi, on nous disait souvent, non, secret défense, on ne veut pas vous dire les choses. Donc ça peut être une possibilité. Mais le vrai raisonnement politique derrière ça, c'est qu'il faut arrêter avec cette énergie, parce que cette énergie est antidémocratique par essence. Et donc, tant qu'on continuera avec cette énergie, on aura une énergie du passé qu'on continue. Donc, le temps, on ne va pas arrêter le nucléaire du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Donc, le temps qu'on sorte du nucléaire, si un jour on a une position politique raisonnée sur cette question, il faut assurer des conditions de travail des salariés pour permettre la sûreté et la sécurité de tout le monde, et bien sûr la santé des travailleurs. Donc, déjà, réintégrer les gens et qu'ils ne soient plus en chaîne de sous-traitance comme ils le sont. On doit avoir cette commission qui permet aux élus d'avoir les informations sur la question. Et puis après, se posent des questions sur quel contrôle fait l'autorité de sûreté nucléaire, qui sont les experts et qui sont les experts indépendants aussi sur cette question, pour qu'il y ait un véritable contrôle aussi sur... Est-ce qu'elle n'aurait pas dû être faite depuis bien longtemps ? Parce que ça fait quand même longtemps que même si effectivement ce dogme dont vous parlez, en même temps les débats sur la sortie du nucléaire, ils existent aussi depuis longtemps. L'Allemagne, en 2022, c'est terminé. Comment se fait-il que nous, on en soit encore à parler ? Non seulement pas de préparatifs, mais en réalité de renoncer aux engagements et donc de reporter de 2025 à 2035 l'équilibre 50% nucléaire, 50% énergie renouvelable. Il n'y a aucune raison argumentaire. Aucune raison qu'on peut entendre rationnellement. Ce n'est pas rationnel, le nucléaire en France. Nous menons une politique archaïque, mais nous la menons au nom d'un dogme qui n'est pas rationnel. Parce que quand on regarde, c'est une énergie dangereuse pour pratiquement 70% des Français. On l'a vu, et encore 100 km, quand on voit l'expérience de Fukushima, on pourrait parler encore de plus, puisque Fukushima, on a failli faire évacuer pratiquement 40% du Japon, donc 250 km. Et en Allemagne, c'est 220 km, ouais. Le rayon d'évacuation. Oui, exactement. C'est l'on a météo, mais voilà, s'il y a vent fort et pluie, ça augmente de superficie. Ouais. Donc, excusez-moi, je disais... Sur l'explication... Oui, non, c'est pas rationnel, parce que c'est dangereux, ça coûte plus cher que les énergies renouvelables aujourd'hui. Enfin, il n'y a aucune raison rationnelle de rester dedans. Mais on continue par aveuglement idéologique et avec un lobby EDF qui est quand même extrêmement fort. Il faut voir dans quel état sont EDF et Areva, Orano maintenant. Ils sont dans des états financiers, mais lamentables. Et pourtant, on continue sur quelque chose qui est fou. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez des sociologues comme Cézine Topchou, qui sont des sociologues qui ont travaillé sur le secret à l'intérieur du nucléaire, etc., et qui vous expliquent
que les associations ont énormément poussé pour avoir des informations. Il y a des comités locaux d'information qui se sont mis en place pour pousser sur de la transparence citoyenne. Et en fait, on arrive à une fausse transparence qui est aussi une manière de dévier le fait qu'on ait une opposition frontale au nucléaire sur d'autres choses pour dire on va le rendre un petit peu plus transparent, on va un petit peu le modifier là-dessus. Mais à un moment, il faut arrêter ça. Et d'épuiser une critique des opposants sur place qui ont très peu de moyens, qui sont bénévoles, et de les épuiser dans des enfilades de réunions interminables et sur des sujets qui parfois sont... Des détails techniques intéressants, mais au fond un peu secondaires. Qui font perdre l'objectif. Et pour conclure du coup là-dessus, c'est aussi pour ça que c'est hyper important de remettre cette question comme une question politique qui concerne tout le monde et pas comme une question technique, parce qu'on a besoin des experts. On a besoin pour comprendre le travail journalistique que vous avez fait, le travail que tu fais aussi, c'est hyper important. Mais on a besoin de remettre ça en disant l'énergie est un sujet politique qui concerne tout le monde et donc sur lequel tout le peuple français doit mettre son nez et dire nous refusons de subir les conséquences du tout nucléaire que nous n'avons même pas décidé d'ailleurs. Alors justement, un expert, on en a un sous la main, c'est Yves Marignac. Nos journalistes ont fait appel à vous pour lire, pour comprendre, pour décrypter ces documents. D'une manière générale, est-ce que votre analyse, elle est écoutée par les gouvernements et par les élus aussi? Est-ce que ces instants, enfin ces personnes, ces représentants font appel à vous? Alors oui, ponctuellement, en fait. Ça relève tellement de situations que ça serait assez compliqué à décrire, mais la commission d'enquête, par exemple, m'a auditionné 2 fois. J'ai même eu l'honneur d'être le premier auditionné et le dernier, et de contribuer, je pense, lors de ma première audition, à poser le diagnostic de ce que j'appelle, moi, aujourd'hui, une crise systémique de la maîtrise des risques nucléaires. Des élus, des décideurs, des conseillers nous écoutent, les experts indépendants, sachant qu'on a à peu près une assez bonne idée de qui écoute qui, parce que quand on dit les experts indépendants sur le nucléaire en France, on nous compte sur moins que les doigts des 2 mains. Mais globalement, la société, je crois, ne s'empare pas assez de ces questions. Et il faut revenir à l'origine du nucléaire, l'origine de ce programme et tous les éléments dont on vient de parler. Je ne dirais pas que c'est irrationnel, c'est une rationalité, la poursuite de ce programme qui est d'un autre ordre. Il y a le mythe fondateur de puissance, de grandeur à travers le nucléaire français. Donc ça, il faut continuer. Nationale. Ça, il faut continuer. Et puis, il y a, et je pense que la commission d'enquête, de ce point de vue, est un moment charnière politiquement. Et il y avait une phrase qui est vraiment clé pour moi dans les auditions, et que j'ai commenté d'ailleurs longuement lors de ma 2e audition, qui était une phrase de Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, qui a dit EDF doit construire des réacteurs, pas des réacteurs, comme le cycliste doit pédaler pour tenir debout. Autrement dit, ce que l'industrie nucléaire nous dit aujourd'hui, c'est que la seule manière pour elle de maîtriser les risques, c'est cette fuite en avant, cette poursuite d'activité, parce qu'il faut générer de nouveaux projets pour financer effectivement la crise qui correspond au vieillissement du parc, qui coûte de plus en plus cher et qui va coûter encore plus cher lorsqu'il va falloir le démanteler. Et donc, il y a derrière tout ça une espèce de prise de conscience, peut-être aujourd'hui, du fait que on ne peut plus déléguer, comme on l'a fait pendant des dizaines d'années, à l'industrie nucléaire et au système qui l'entoure, l'évaluation, le contrôle par l'autorité de sûreté, la gestion des risques. Et que la société va devoir s'en emparer beaucoup plus. Et donc j'espère qu'effectivement les experts indépendants vont jouer un rôle plus important dans ce domaine. Et la première recommandation de la commission d'enquête va d'ailleurs dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation critique. Jade parlait tout à l'heure d'un moment historique où le nucléaire rencontre le problème du vieillissement. Effectivement, et ça rejoint d'ailleurs la question du modèle économique qu'évoquait Edoui Plenel tout à l'heure, c'est à la fin des années 2000, souvenez-vous, en 2005-2007, EDF a comme projet de lancer l'EPR de Flamanville et le justifie par la nécessité de préparer, au tournant des années 2020, le remplacement des réacteurs actuels par des EPR. Il fallait anticiper, avoir du retour d'expérience. On était dans une stratégie industrielle de renouvellement des actifs.
Et puis en 2008, EDF se lance dans des aventures internationales, achète British Energy, doit donner des gages et explique à ce moment-là que finalement on va différer de 20 ans l'investissement dans un nouveau parc et qu'à la place, parce que ça coûtera beaucoup moins cher et que donc la trajectoire financière d'EDF en sera mieux assurée, on va prolonger la durée de vie des réacteurs. Et à partir de là, on entre en fait dans un engrenage infernal où théoriquement, politiquement, etc., on peut discuter de la trajectoire nucléaire, mais financièrement, EDF n'a pas d'autre option aujourd'hui, et tant qu'on ne donnera pas politiquement un cadre pour changer ça, EDF n'a pas d'autre option que de continuer. Et ça veut dire qu'on n'a pas d'autre option que d'accepter que la sûreté soit suffisante en continuant, même si théoriquement, ça devrait être une condition très forte de garantir que la sûreté augmente. Vous parliez tout à l'heure d'enfumage. EDF raconte en permanence que la prolongation de la durée de vie des réacteurs va avec une amélioration continue de la sûreté, alors qu'évidemment, le vieillissement vient contrer les progrès qu'on peut faire en renforçant les dispositifs, parce qu'il faut reconnaître que par ailleurs EDF fait des choses. Vous parliez tout à l'heure du rôle que doit jouer la société civile maintenant pour prendre le relais de tout ça. Est-ce que du coup, de votre côté, en tant qu'expert, il n'y a pas la notion de message qui doit être travaillée très fortement, puisque on a le sentiment que depuis un certain nombre d'années, on explique les choses par A plus B, tout ça est extrêmement clair, scientifique, précis, etc. Mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui ne passe pas. Voilà, il y a des arguments qui ne passent pas. Donc comment vous, en tant qu'expert, vous pouvez travailler sur vos argumentaires, votre message, pour faire en sorte qu'il soit audible? Alors, on essaye de le faire et j'ose espérer qu'ils le sont, d'une certaine manière, audibles. Entendus, c'est une autre question. Mais dans une communication et dans un transfert d'informations, évidemment, il faut que l'émetteur fasse les choses correctement, mais il faut que le récepteur, et là on parle de l'ensemble de la société et du monde politique, ait envie d'entendre. Et je crois que souvent, même si ça évolue, on n'a pas affaire à des gens qui ont envie d'entendre ces messages, en particulier au sein des gouvernements successifs. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, à travers un pluralisme croissant de l'expertise et à travers les efforts qu'on peut faire les uns et les autres pour rendre compréhensibles ces enjeux, avec toujours des vrais écueils, c'est-à-dire qu'il faut alerter sur l'importance des situations, comme c'est le cas du dossier publié par Mediapart aujourd'hui, sans verser dans le catastrophisme, etc. Ce n'est pas parce qu'il y a des dépassements sur ce que EDF appelle les situations, donc les sollicitations des équipements des réacteurs, que ça veut dire qu'ils sont fragilisés au point que demain, certainement, l'un d'eux va rompre. Simplement, c'est une érosion continue des marges qu'on a souhaité prendre au départ. Et il faut que ces éléments soient effectivement quantifiés, suivis et connus du public. Et là, c'est la deuxième difficulté à laquelle on se heurte, c'est l'accès à l'information détaillée sur ces questions. Aujourd'hui, cette question de l'évolution des situations sur les réacteurs nucléaires et du dépassement, elle n'est pas publique. L'ASN elle-même ne dispose pas de l'information complète sur ces dépassements. Donc c'est simplement dans le dialogue entre l'ASN et EDF que ça se joue. Et derrière ça, et c'est un des éléments aussi que la commission d'enquête a assez bien mis en évidence, il y a en fait dans ce système de gouvernance hérité des années 70, d'une époque où tout ça était des incarnations diverses et variées de l'État, un système qui repose beaucoup sur la confiance que doit faire l'autorité de sûreté aux exploitants, dans l'information qu'ils transmettent, dans la sincérité de leurs évaluations, etc. Et ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières années, on a vraiment des éléments tangibles pour savoir que cette confiance, ce crédit ne peut plus être accordé, ce qui veut dire que l'autorité de sûreté aujourd'hui, elle n'a plus réellement les moyens de faire sérieusement son travail de contrôle. Justement, je voulais y venir parce que vous êtes membre du groupe permanent des experts de l'autorité de sûreté nucléaire. À quoi sert ce type d'instance aujourd'hui, dont on voit dans l'enquête, il y a des citations de Jade, cette instance qui dit ne pas avoir connaissance des procédés et qui, quand elle a connaissance, les accepte sans rechigner. Donc, à quoi sert ce lieu ? Alors, les groupes d'experts dont je fais partie, c'est un élément très spécifique du dispositif. C'est des groupes
qui réunissent, il y en a 6 ou 7 au total, qui réunissent une trentaine d'experts en général sur les réacteurs, sur les usines, sur d'autres sujets, les déchets, et qui sont des experts qui viennent à titre personnel et qui se concertent pour rendre sur les dossiers les plus sensibles, les décisions les plus importantes que l'autorité de sûreté a à prendre, rendre un avis à l'autorité de sûreté. Mais c'est des groupes qui conseillent et qui ne sont pas partie prenante, disons, de la mission régalienne de l'autorité de sûreté nucléaire. À quoi l'autorité de sûreté nucléaire sert aujourd'hui ? Elle sert évidemment à contrôler le nucléaire, mais elle est de plus en plus prisonnière de ce système et de sa crise. Elle en fait partie. Les moyens de sa gouvernance ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux qu'elle doit contrôler. On a vu apparaître, Mathilde Panot l'évoquait, un problème de falsification à grande échelle de dossiers de fabrication de composants à l'usine Creusot-Forges. C'est quelque chose que l'autorité n'avait pas détecté, qu'elle n'avait pas les moyens de contrôler et qu'elle a même aujourd'hui pas les moyens de revoir, puisque en fait on confie à Areva, le propriétaire, aujourd'hui Framatome réintégré à EDF, mais à l'époque Areva, propriétaire de Creusot-Forges, le travail de relecture des dossiers pour savoir si vraiment on retrouve toutes les falsifications. Dans un univers où on peut faire confiance aux acteurs industriels, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, comment remédier ? Vous qui travaillez sur ces questions-là. Il faut plus de moyens. Sur l'AFM, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut plus d'accès à l'information. Je ne parle jamais, moi, de transparence. Je cite souvent cette phrase de Daniel Pénac dans Monsieur Malaucène. La transparence est un concept d'escamoteur. C'est une affaire de dire, regardez, voilà, vous voyez, tout est transparent. Et puis à côté, il y a les informations sensibles qu'on ne donne pas. Donc, accès à l'information, et l'information sur l'évolution des dossiers de situation en fait partie. Suivi beaucoup plus strict de la manière dont les exploitants répondent aux demandes de l'ASN, parce qu'il y a des délais, il y a des choses qui sont mal faites trop tard. Et puis voilà, il faut que la société se saisisse de tout ça et demande beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, des comptes aux exploitants et à la manière dont l'autorité les contrôle. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi plus de soutien politique à l'ASN ? Parce que est-ce que ce n'est pas ce qui lui manque aussi à l'ASN, d'être porté politiquement face à une puissance aussi forte que EDF ? Alors quand je dis il faut que la société s'en empare, c'est évidemment y compris à travers les mouvements politiques, à travers le pouvoir exécutif et à travers la vigilance qu'elle exerce vis-à-vis de l'exécutif sur ce contrôle, vis-à-vis également du pouvoir législatif. Le Parlement contrôle le travail de l'autorité de sûreté et j'espère que la montée en compétence... Les mouvements politiques qui ont fait arrêter Angela Merkel, c'est un chancelier qui est quand même du Parti conservateur, qui voulait prolonger le nucléaire en Allemagne, mais qui a su, contrairement à la France, qu'après Fukushima, ce ne sera plus possible, parce que les Allemands, ils étaient tellement choqués par cet accident nucléaire qu'elle aurait pu... elle ne sera jamais réélue si elle continuerait le nucléaire. Donc c'est vrai que là, en Allemagne, les mouvements politiques ont poussé vraiment le gouvernement à renoncer avec l'aide, si on veut, de l'accident. Pendant qu'ici, j'étais choquée quand j'ai vu le Fukushima, ça a eu Mathilde Panot, vous vouliez presque pas d'effet. Juste pour aller dans le sens que dit Marignac sur le fait qu'il faille donner beaucoup plus de moyens à l'ASN et qui est vraiment du coup une possibilité de suivi, juste pour vous donner une illustration de ça qui, je pense, est très frappante. J'ai été soutenir des salariés sous-traitants en lutte à Romans-sur-Isère. Donc, ce n'est pas une centrale nucléaire, mais c'est l'endroit où ils assemblent les combustibles. Et il se trouve que sur cette installation nucléaire, il y a eu plusieurs incidents qui se sont répétés de problèmes de cet assemblage de combustible qui auraient pu créer des accidents beaucoup plus graves que ce qu'ils ont fait. Donc l'autorité de sûreté nucléaire, se saisissant de ça, dit c'est pas possible que ces incidents continuent. Il va falloir, en fait, vous aviez des salariés de Framatome qui contrôlaient, c'est une histoire de plaques en fait, les combustibles qu'ils assemblaient, contrôler le nombre de plaques pour être sûr que tout se passe bien. Donc il y avait un processus de contrôle en fait. Et il dit, il faut que vous agissiez pour empêcher que ces incidents puissent recommencer. Et donc l'accord qu'il fait avec Framatome, c'est de dire qu'il y a une entreprise extérieure, donc sous-traitante, qui fera un deuxième contrôle. Donc
Vous avez un contrôle par un agent Framatome, puis vous avez un contrôle par un agent de Nuvia Support, à ce moment-là, ça s'appelait. Moi, j'ai été les soutenir parce qu'ils étaient 8 au départ, après ils étaient plus que 6, donc ils faisaient jusqu'à 48 heures. Donc vous imaginez, quand vous êtes la dernière barrière de sécurité, que c'est quand même compliqué quand vous faites beaucoup d'heures comme ça. Il y a un safety day dans cette installation nucléaire auquel les salariés sont invités, mais pas les salariés sous-traitants. Enfin bref, des choses qui créent beaucoup de problèmes. Et quand même, il faut savoir ça. Il y a un des salariés, on leur dit tout le temps, si vous faites une erreur, dites-le parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Il y a un salarié qui s'aperçoit que comme c'était une matière spéciale en termes de nombre de plaques, il s'était trompé, il va voir, il dit « je me suis trompé ». Et donc l'agent Framatome s'était trompé, lui s'était trompé, mais il l'a dit, donc ils ont rectifié ça assez vite et tout s'est bien passé. Lui, il a été écarté de l'installation nucléaire. L'agent Framatome n'a rien eu, mais lui, il a été sanctionné pour ça. Donc, le symbole et le signal qu'on envoie aux autres, c'est surtout, si vous voyez quelque chose, taisez-vous, parce que sinon, vous perdez votre poste. Donc, c'est quand même très, très grave. Et en fait, moi, j'ai déclaré plusieurs fois à l'autorité de sûreté nucléaire que comme ils ont fait la grève pendant plus de 50 jours, je crois, ils ont fait vraiment une grosse grève. Du coup, il n'y avait plus personne pour faire ce deuxième contrôle, donc que les conditions qu'avait posées l'ASN n'étaient pas remplies, et il n'y a eu aucune réaction. J'en ai même parlé directement en commission d'enquête. Il n'y a eu aucune réaction derrière. C'est-à-dire que l'ASN a fait une préconisation, qu'elle n'a pas été suivie et que derrière, il ne s'est rien passé. Yves Marignac ? Globalement, c'est un des problèmes qu'on constate aujourd'hui et un des éléments qui me conduit à parler de cette crise systémique. Il y a des dérives évidentes dans les comportements d'un certain nombre d'opérateurs, d'acteurs intermédiaires, etc. Et globalement, il n'y a pas de sanction. Les falsifications à Framatome, aucune sanction. Au contraire, le dossier emblématique de la cuve de l'EPR, qui était présent dans les discussions internes depuis plus de 10 ans, mais qu'on a attendu pour mettre sur la table, exactement le moment où Areva, encore à l'époque, et EDF venaient de finir d'installer la cuve et de souder tous les circuits autour d'elle. Donc le moment où techniquement ça devenait irréversible. On a attendu ce moment-là pour poser le problème d'une concentration de carbone et le traiter techniquement en concluant que les marges étaient réduites par rapport à ce qui était prévu initialement, mais elles restaient suffisantes, donc c'est pas grave, on continue. Et puis plus récemment, parmi ces falsifications, il y a un problème sur un générateur de vapeur en place qui a été remplacé au tournant des années 2010, je crois, à Fessenheim. Là, il y a une documentation qui montre que volontairement, le procédé de fabrication n'a pas été correctement suivi et que ça a été caché à l'autorité de sûreté. Et le résultat final de l'inspection, l'investigation, l'instruction, c'est de considérer que finalement, ce n'est pas grave et qu'on peut continuer. Donc, les messages qu'on envoie, à la fois au niveau très local, mais au niveau global aux opérateurs, sont, écoutez, vous pouvez continuer à jouer avec les règles, puisque, in fine, on s'arrangera toujours pour qu'il reste suffisamment de marge et qu'on puisse considérer les conditions de fonctionnement acceptables. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est vraiment un processus combiné à la logique financière que j'évoquais tout à l'heure et au vieillissement des réacteurs, qui devient de plus en plus inquiétant pour notre sûreté. Et je voulais revenir sur la question de la société civile avec vous, Annika URS. Votre regard sur la France nous intéresse évidemment. Comment expliquez-vous que la France ne se mobilise pas autant que l'Allemagne sur cette question ? Ah oui, ça c'est la première chose. La France, les Français en fait. Hein. Oui, ça c'est la première chose qui m'a surprise en venant en France. Quand je suis arrivée, déjà dans l'appartement, il y avait des chauffages électriques qui, en Allemagne, ça ne se fait pas du tout parce que c'est vu, c'est vrai que c'est hyper gaspillage. Donc les grille-pains partout dans les appartements, ça, c'est impensable en Allemagne. Juste après, je suis allée, c'était l'un des premiers reportages à moi en France, sur les transports des castors à Cadarache, dans le sud de la France. Un castor qui transporte les... Oui, voilà, qui transporte pas les animaux, quoi. Oui. Non, c'est beaucoup moins mignon. Et j'ai vu que les gens, ils faisaient leur pique-nique à côté. Et en Allemagne, il y a déjà le mouvement qui s'est chauffé pour l'arrivée des transports qui finalement arrivaient justement en Allemagne. Donc là, j'étais hyper surpris qu'il n'y a aucun
dispositif, que les transports pouvaient passer comme ça, pendant qu'en Allemagne, il y a milliers des policiers qui protègent... Les Français pique-niquaient, tandis que les Allemands préparaient les... Oui, voilà. Je sais, dans le nord de la France, il y avait plus de manifestations contre le transport et tout ça, mais là, dans le sud, il n'y avait rien du tout. Et ça m'a choquée. Et puis, troisièmement, oui, c'est vraiment ancré tellement dans la culture française que Fukushima n'a eu aucun effet pendant que l'Allemagne a fermé juste après 8 centrales du jour au lendemain, sans discussion. Enfin, c'était clair que voilà, il n'y aura plus de légitimation en Allemagne pour ça, donc il fallait sortir à tout prix. Et ici, c'était... Oui, c'était... Comme quoi, c'est pas impossible. Oui, voilà, c'était 2-3 mois après qu'ils étaient fermés. Et c'était fini. Enfin, là, c'est 2022, donc ça durait quand même pour les tout dernières, ça dure encore un petit peu. Mais quand même, la discussion est finie. Enfin, en Allemagne, on a un autre dogme qui est le charbon, donc on n'est pas, exclu des dogmes. Oui. Mais parce qu'on a une question, pardon Annika, on a une question en fait qui nous arrive par internet de quelqu'un qui regarde l'émission et qui dit mais bon, alors vous parlez de dimension transfrontalière, est-ce que du côté de l'Europe, de la Commission européenne, est-ce que là il y a possibilité d'agir, enfin si la France quelque part faillit un peu avoir la sûreté suffisante, est-ce que en revanche, au niveau européen, il y a des choses qui peuvent être développées pour la sûreté nucléaire? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, en théorie, oui. En pratique, non. Pour 2 raisons. Je dirais la première, c'est que l'Union européenne, c'est aussi celle du traité Euratom. Oui. Et le traité Euratom, c'est un traité qui commence par dire que le développement du nucléaire est positif pour l'Europe. Et au nom de cet article-là, beaucoup de choses passent pour dire que voilà, la sûreté, etc., c'est pas grave. La deuxième raison, c'est qu'au sein de l'Union européenne, comme dans tout exercice un peu de compromis dans une instance comme celle-là, on fait l'équilibre entre le niveau de sûreté nucléaire dans l'ensemble des pays européens, ce qui inclut les pays de l'Est. J'étais étonné que vous ne mentionniez pas la République tchèque tout à l'heure dans les voisins de l'Allemagne qui ont des réacteurs. Et du coup, il y a l'autorité française et la culture de sûreté française tirent plutôt les choses vers le haut. En tout cas, l'a fait jusqu'ici, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur la situation aujourd'hui en France. Donc, en pratique, non, même si ça fait aussi partie des leviers politiques à pousser. Mathilde Panot. Oui, rapidement, mais sur la question aussi des sociétés civiles, de comment ça bouge, je pense que quand même il y a quelque chose qui revient, parce qu'il y a eu une opposition frontale très forte en France au moment de la construction. La construction a été très rapide, ce qui était aussi une manière de finir le débat, puisque les réacteurs étaient là. Mais aujourd'hui, la question, elle revient sous une autre forme, et qui est un des gros points faibles quand même aujourd'hui du nucléaire, qui est la question des déchets. Et c'est intéressant de voir les gens qui sont en train de lutter à Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires, qui disent avec un petit peu de provocation, mais moi j'aime bien, ça me fait... Je trouve ça intéressant, qui disent nous on réinvente la lutte antinucléaire, parce que la lutte antinucléaire ces dernières années, ça a été des vieux scientifiques qui ont hyper technicisé le débat, et nous, on remet ça aussi dans un avenir, dans quel est l'avenir pour les territoires ruraux, quel est... Avec cette question intéressante qui est que, concrètement, moi, on me demande souvent, mais pourquoi vous nous emmerdez avec le nucléaire? Si vous êtes pour le 100% d'énergie renouvelable, mais allez dans les énergies renouvelables. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nucléaire est un verrou, en fait, pour cette transition énergétique. Parce qu'on met des tonnes d'argent pour les rafistoler par-ci, par-là, 100 milliards dans le grand carénage. Parce que si on veut être dans les normes de sécurité, notamment sur ce sur quoi Greenpeace a appuyé, il va falloir mettre encore plus d'argent et que c'est tout cet argent qu'on ne met pas dans la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Et du coup, cette question des déchets, avec la lutte qu'il y a à Bure, même si elle est compliquée parce que le gouvernement est quand même, il va de manière extrêmement violente contre les opposants, elle réinvente aussi un peu cette lutte. Et je pense que c'est très important aussi de voir ce bout-là du nucléaire, qui est vraiment le côté qui peut aussi faire chuter le nucléaire, parce que vraiment, les déchets, personne n'a aucune idée de ce qu'on va en faire. On n'a pas de solution. Merci beaucoup à tous. On va terminer sur ces paroles.